Bien, bonsoir à tous. Donc, je suis donc Charles-Antoine, l'un des cofondateurs de Sticker. Sticker, c'est une start-up qui a été créée il y a à peu près 1 an et demi. Alors, on n'est pas encore au Next 40, c'est peut-être pour ça que vous ne nous avez pas encore entendu parler de nous. Mais voilà, on est sur donc, toutes les problématiques de traçabilité et de visibilité pour les actifs industriels. Alors, déjà, avant de commencer, parce qu'il y a beaucoup de mots un peu savants dans l'intitulé, et voilà, je voulais d'abord m'assurer qu'on a les mêmes notions et que quand on parle de certains mots, ils ont bien la même signification pour chacun de nous. Et notamment le temps réel. Le temps réel, c'est une notion un petit peu, c'est pas une notion absolue, c'est une notion qui est très relative et qui est en fait liée à la perception entre un événement et l'information traitée de cet événement. Et on peut le voir qu'il y a des ordres de grandeur assez différents. Pour un gamer qui veut jouer sur son écran, lui, son temps réel, ça va être la milliseconde. Pour une plateforme de business intelligence qui va faire de la BigQuery, etc., on va plutôt être dans l'ordre de grandeur de la seconde. Maintenant, pour tout ce qui est opération industrielle, là, c'est une ordre de grandeur un peu plus dilatée. Je dirais même que, en fait, là, j'ai mis 1 heure, c'est même parfois plutôt la demi-journée. Mais donc, déjà, des informations 1 heure après un événement, c'est déjà du temps réel quand on a des opérations qui sont réparties sur des pays, voire des continents en entier. Et ensuite, alors la notion de maintenance, voilà, la notion de maintenance descriptive, c'est juste dire, voilà, ce qui se passe en temps réel, à l'instant T, c'est ça. On a l'information directement et on a l'historique. La prédictive, on vient extrapoler, mais le point que je voulais faire, c'est qu'on a vraiment besoin de l'historique. Pour prédire, on a besoin d'apprendre à un modèle à partir des données qui ont été sauvegardées. Et enfin, la maintenance corrective, là, c'est presque du passé, c'est déjà, il s'est passé quelque chose, il faut intervenir, on est dans la réaction. Bon, je devrais peut-être pas vous le dire, mais en fait, la courbe qui est là, c'est pas un capteur, c'est mon compte en banque. Alors, du coup, maintenant, où est-ce qu'on en est ? Il est peut-être temps de passer à la phase de constat. Et le constat, lequel est-ce ? Nous, on s'intéresse principalement aux actifs industriels qui sont amenés à se déplacer, qui ont des circuits logistiques assez complexes. Et donc là, notamment, on voit une cuve de peroxyde d'hydrogène, donc d'oxygéné, qui est destinée à notamment des sites industriels qui peuvent notamment être en Afrique ou en Amérique du Sud, dans des coins très reculés. Et le problème, c'est que l'opérateur de ces cuves-là n'a pas toujours la traçabilité, et je dirais même qu'il y a beaucoup de zones blanches, notamment dès qu'on sort d'un port, dès qu'on est dans des zones assez reculées, sans infrastructure, il n'y a plus de traçabilité. Et ce que l'opérateur en question, ce dont il s'est aperçu, c'est que, en plus de pouvoir être perdus, ces cuves-là sont souvent volées. Et notamment sur des sites industriels qui prétendent ne pas les avoir reçus ou qu'elles se sont volées, qu'elles se sont retrouvées volées. Ce qui arrive la plupart du temps, c'est qu'en fait, c'est le site industriel client qui s'est dit que c'était bien pratique et qui préfère la garder. Et donc, avoir l'information de localisation, des informations de traçabilité, même dans des zones très reculées sans infrastructure, c'est évidemment une information qui permet d'effectuer des coûts, des réductions de coûts très significatives. Un autre cas d'usage assez intéressant, c'est celui des bouteilles de gaz. Là, ce qui est intéressant, c'est que tous ces assets, tous ces actifs peuvent être perdus, volés, endommagés, etc. Et que, comme ils sont en très grande quantité, c'est parfois difficile d'assurer leur traçabilité partout. Et notamment dans le cas des bouteilles de gaz, une grandeur qui manque cruellement dans la plupart des solutions qui remontent des informations, c'est tout ce qui est lié au contenant. Et notamment, par exemple, dans ce cas-là, le niveau de pression ou le taux de remplissage de ces bouteilles de gaz. Et la dernière image, ça présente un autre cas d'usage intéressant, ce sont les vaccins. Les vaccins, c'est une matière biologique, vivante. Et si les conditions de transport ou de stockage dépassent certains seuils de température ou de choc, à ce moment-là, le batch est perdu. Et un batch, c'est 3 millions d'euros, sans compter la production à relancer derrière.
quand on approche d'une épidémie de grippe, là, ça devient un challenge assez pressant. Et donc, voilà différentes problématiques trouvées par des industriels. Et donc, tous ces soucis-là, évidemment, qui sont connus, combinés avec toute l'accélération que connaît l'IoT ces dernières années, depuis par rapport à 2016, le marché de l'IoT est amené à tripler de taille d'ici 2023. Évidemment, il y a beaucoup de solutions qui vont émerger. Mais le souci, c'est que malgré ça, il y a une adoption de ces solutions qui reste assez faible. Et donc, évidemment, la grande question, c'est pourquoi. Alors, nous, c'est ce constat-là auquel on s'est attaché, c'est véritablement quel est le frein à l'adoption de certaines des solutions actuelles. Le premier frein, en fait, il est principalement lié à la nature même en fait, de l'IoT, c'est l'autonomie, c'est l'énergie. La cuve de peroxyde d'hydrogène qui est présentée ici, elle a un cycle entre son point de départ, le site client, et son point de retour, de 6 mois, presque jusqu'à 1 an. Si une solution est basée sur des piles ou des batteries, il y a de fortes chances qu'en fait, les piles arrivent en fin de vie avant même d'avoir fait un cycle complet. Et dans le cas des bouteilles de gaz, évidemment, positionner un tracker sur une bouteille de gaz, c'est largement possible. Seulement, quand il faut recharger ou remplacer les piles, sur une bouteille de gaz, ça va. Sur 24 millions, c'est un petit peu plus challenging. Donc, déjà, l'énergie, c'est une question. Ensuite, il y a eu un constat qui a été fait aux États-Unis, c'est que les 3/4 des projets IoT échouaient par manque de flexibilité, parce qu'ils adressaient une verticale trop restrictive. Et donc, à partir de ces différents constats-là, on en arrive, et là je pense que vous sentez venir le sales pitch, à la façon dont nous avons essayé d'architecturer notre solution. Et donc finalement, nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est une solution de risk management pour actifs industriels. La raison pour laquelle on parle de risk management, c'est qu'on n'a pas voulu se cantonner à seulement de l'asset tracking ou de l'asset management, mais on fait les deux. On fait du maintien en conditions opérationnelles et de la maintenance prédictive et de la prévention. Et donc, parler de risk management, c'est une façon pour nous d'englober toutes ces différentes problématiques. Notre solution se constitue de deux principaux éléments. Une partie hardware, donc qui est le device, qui va être embarqué et destiné à être déployé sur toute une flotte de produits à surveiller. La deuxième partie, c'est une plateforme. On a entendu plusieurs fois au cours de la journée qu'effectivement, les données brutes, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est effectivement l'information donnée cachée dans ces données, après analyse et après traitement. Alors pour vous montrer un petit peu plus à quoi ressemble notre solution, voilà, ça c'est la partie du device. C'est la partie embarquée, et ce device est complètement autonome. Il est équipé d'un module communicant et de récupérateurs d'énergie pour lui assurer une autonomie la plus longue possible et pour durer plusieurs années. Le tout dans un encombrement extrêmement réduit, puisque bon, là je ne l'ai jamais vu si gros à l'écran, mais normalement il fait 4 cm. Pour la partie analytique, toutes les données sont retransmises et récupérées sur une plateforme et permet évidemment toute la batterie de fonctionnalités qui permet de surveiller les opérations et d'assurer une vue globale sur ce qui se passe sur le terrain. Donc inventaire, géofencing, système d'alerte pour détecter s'il y a des actifs qui sont en danger ou en passe de l'être. Et toute la partie évidemment aussi analyse un peu plus profonde, à savoir optimisation des circuits, prévention et maintenance prédictive. Alors, pour vous donner un petit peu plus une idée en quoi, finalement, nous, on essaie de se distinguer de la concurrence et ce qu'on fait de façon différente, le premier point, c'est évidemment l'autonomie, qu'on assure grâce à différents récupérateurs d'énergie. L'idée, c'est de récupérer l'énergie d'au moins 2 sources différentes en permanence. Donc, parmi les sources d'énergie possibles qu'on a développées, il y a la partie lumière, évidemment, aussi bien lumière artificielle que naturelle, la récupération vibratoire, ce qui est essentiel dès qu'on est en déplacement, par gradient thermique et par recharge par radiofréquence. Donc tout ce qui est par les ondes. Et donc l'idée, c'est d'avoir un mix énergétique en fonction du use case,
qui nous permet, si jamais une source d'énergie vient à manquer, d'en avoir en continu une autre qui permet d'alimenter le système. Le deuxième point qui est essentiel, c'est la continuité de la donnée. Qui est un exemple typique, c'est, voilà, je vous en ai parlé, c'est cette cuve de peroxyde d'hydrogène. Cette continuité de la donnée, on l'assure grâce à plusieurs modules de communication de plusieurs portées différentes, donc NFC RFID, Bluetooth Low Energy, ensuite des réseaux type LoRa ou Sigfox, mais aussi et surtout couverture satellite. Et ça, on sera une des premières solutions à offrir une couverture satellite en low power, puisqu'en fait, on a un partenariat qui est destiné à assurer une couverture grâce à un réseau une constellation de nanosatellites entièrement dédiée à l'IoT. Et donc ça sera vraiment unique, parce que même en plein milieu du désert de Gobi, vous serez capable de conserver la visibilité de ce qui se passe sur le terrain. Et ensuite, je disais que 3/4 des projets IoT échouaient par manque de flexibilité. Et bien, un autre point fort de ce que nous faisons, c'est l'interopérabilité, à savoir, non seulement on a suffisamment d'énergie pour nous fonctionner en autonomie, mais en plus, on est capable d'alimenter un capteur tierce, ce qui est évidemment indispensable pour tout ce qui est maintien en conditions opérationnelles. Dans le cas des bouteilles de gaz, par exemple, on est capable d'alimenter et d'utiliser un capteur de pression qui serait positionné sur le détendeur. Donc ça, en plus des capteurs qui sont nativement inclus dans notre device. Bon, je ne vais pas tous les passer en revue, mais voilà. C'est donc une solution qu'on a vraiment conçue pour répondre aux problématiques des industriels. On ne peut pas faire face à tous les use cases, mais on a au moins défini notre solution pour faire face à un large cas d'usage dédié aux actifs industriels. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter bonne soirée.